Bonjour Hélène. Bonjour Damien. À la une de la presse, il y a notamment la rencontre aujourd'hui à l'Elysée entre la chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, d'extrême droite, et Emmanuel Macron. Après des mois de tensions autour des questions migratoires, le Corriere della Sera, le quotidien italien, annonce précisément un rendez-vous pour parler de ces questions, mais aussi de l'Ukraine, de l'OTAN, de l'Europe et de la candidature de Rome à l'Expo universelle de 2030. Le journal italien, vous l'avez évoqué, qui revient aussi ce matin à la une sur la disparition d'un petit sous-marin de tourisme au large des côtes américaines dans la zone du naufrage du Titanic. Pour revenir à la rencontre d'aujourd'hui, la Repubblica évoque un rendez-vous après, je cite, 7 mois de tensions, d'affrontements, de silence et d'accusations mutuelles dont les traces vont être difficiles à éliminer. Cette rencontre donc entre Giorgia Meloni et Emmanuel Macron, la chef du parti d'extrême droite Fratelli d'Italia, qui affiche son ambition de construire un nouvel imaginaire italien, ce sont ses mots. Oui, Le Monde raconte comment son gouvernement renouvelle les dirigeants des institutions culturelles accusés d'être à gauche. Une mission qui est portée en premier lieu par le ministre italien de la Culture, Gennaro San Giuliano, qui s'est attaqué notamment à la RAI, l'audiovisuel public, avec la volonté, je cite, de recadrer l'entreprise au nom d'une nouvelle narration supposée être plus en phase, plus conforme aux sensibilités de la majorité des Italiens. Interrogé par Le Monde, le politiste Lorenzo Castellani estime toutefois que laisser trop d'espace aux franges conservatrices doctrinaires pourrait s'avérer un mauvais calcul pour la majorité de Giorgia Meloni, susceptible de lasser ses propres électeurs. Hélène, à la une également ce matin, cette décision inédite de la justice française qui a condamné pour la première fois l'État français à indemniser des victimes de la pollution de l'air. Et Le Monde toujours annonce la condamnation la semaine dernière de l'État à verser 3 000 et 2 000 euros aux parents de 2 enfants ayant souffert de bronchiolite et d'otite à répétition au cours de leurs premières années passées en région parisienne. Une partie des symptômes dont ces enfants ont souffert ont été causés, selon le juge, par le dépassement des seuils de pollution en raison de l'incapacité de l'État à faire respecter les normes sanitaires. Un jugement dont le ministère de la Transition écologique n'a pas dit s'il allait faire appel ou non. Toujours dans cette rubrique environnement, Courrier international cite une étude évoquée dans un article du site américain économique Quartz sur la façon dont la Banque mondiale, Damien, a investi pendant plus de 20 ans près de 34 milliards d'euros dans la lutte donc contre le changement climatique, dans une majorité de projets n'ayant en réalité que peu ou rien à voir avec la réalité du changement climatique et ne faisant l'objet d'aucune évaluation en matière de réduction des émissions de CO2. Comment évaluer précisément l'aide militaire occidentale à l'Ukraine? Le New York Times a mené l'enquête. Alors que l'Ukraine, on le sait, est en pleine contre-offensive, le quotidien américain affirme qu'une partie des armes envoyées à l'Ukraine sont inutilisables, tandis que des centaines de millions de dollars de contrats déjà réglés attendent toujours d'être honorés. Sur le terrain, la guerre et la vie continuent malgré tout. Et la Croix, Damien, s'est rendue dans une ville du centre du pays, Tcherkassy, c'est sur les bords du Dniepr. Le journal a cherché à savoir comment les ados ukrainiens vivent précisément cette guerre qui les confronte évidemment à la peur de la mort et les oblige à grandir plus vite. Au cours de ce grand reportage, la Croix a rencontré notamment Vitali, 15 ans, dont le père est quelque part sur la ligne de front. Lui ressemble, je cite, à une cigogne déplumée avec ses jambes interminables et ses bras trop fins. Après le début de la guerre et depuis, Vitali, au regard sérieux de ces ados qui ont grandi trop vite, a commencé la boxe. Il faut rester en forme durant la guerre, explique-t-il. À des milliers de kilomètres de là, à Moscou, les bars et les restaurants, nous dit-on, ne désemplissent pas, les festivals se multiplient, mais tout cela masque une autre réalité. Les magasins fermés, les cours obligatoires de patriotisme et les conversations étouffées. Un autre grand reportage, Damien, qui est à découvrir cette fois du côté du quotidien suisse Le Temps. Hélène, on ne se quitte pas là-dessus. Ouais, parce qu'en France, on part en vacances bientôt, mais qu'avant de partir en vacances, on a l'équipe
qui nous dit que les Bleus ont décroché hier soir une 4e victoire d'affilée dans les qualifications pour l'Euro 2024. 4-0 face à la Grèce, le minimum pour la plage, d'après l'équipe. Et donc, parce qu'en France, on part en vacances et qu'il n'y a jamais un sujet qui ne donne pas lieu à une polémique vacances comprise. Un mot du débat lancé par l'insoumis François Ruffin, qui vient de présenter une proposition de loi pour favoriser le droit aux vacances pour tous. A priori, c'est une bonne idée, mais cette perspective donne littéralement des sueurs froides à l'opinion, qui estime que c'est une question, je cite, qui ne se réglera pas par un réflexe pavlovien et démagogique de vouloir avoir recours à l'État nounou omnipotent. Le salut, qu'on se le dise, viendra du travail, source d'émancipation, je cite. Le désœuvrement et l'ennui ont toutefois quelques vertus, et ça, c'est le New York Times qui nous le rappelle. Le journal américain vous recommande de laisser vos enfants s'ennuyer à mourir pendant les vacances, contrairement au dicton qui dit que seuls les gens ennuyeux s'ennuient. Eh bien non, la réalité, c'est que l'ennui, c'est normal, c'est naturel, et c'est même très sain, ne serait-ce que parce que l'ennui favorise évidemment l'imagination. Exactement, on est bien d'accord. Merci beaucoup, Hélène.